Alors, bonjour. L'Université de Montréal est située en territoire autochtone non cédé par voie de traité. Nous souhaitons saluer ceux et celles qui, depuis des temps immémoriaux, en ont été les gardiens et gardiennes traditionnels. En outre, tout notre respect pour la contribution des peuples autochtones à la culture des sociétés ici et partout autour du monde. Mon nom est Stéphane Beaulac. Je suis professeur titulaire ici à l'Université de Montréal, faculté de droit. Je suis le premier vice-président de notre organisation, la Commission internationale de juristes Canada. Je suis aussi responsable, par le fait même, du chapitre québécois de la CIJ, pour faire plus court, la CIJ Canada. À ma gauche, votre droite, ma collègue Karine Miller, professeure adjointe ici à l'Université de Montréal, spécialiste de droit constitutionnel et de droit autochtone, notamment. À ma droite, ma collègue et grande collaboratrice et amie par ailleurs, Myriam, de même pour Karine, évidemment, Myriam Cohen, professeure agrégée, spécialiste de droit international public, de droit pénal international, et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les droits humains. Avant de présenter nos collaborateurs en ligne, tout d'abord, le contexte. Le 9 octobre 2025, le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi 1, loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec, promulguant la Constitution du Québec à titre de loi suprême de la nation québécoise. C'est un projet de loi qui a été élaboré derrière des portes closes, sans aucune consultation publique préalable, avec aucun groupe de la société, et ce, en violation des principes de base applicables à tout processus constituant. Et ce, selon le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations unies. Le projet de loi 1 comprend plusieurs dispositions qui portent atteinte aux droits et principes universels, garantis notamment par la Déclaration universelle des droits de l'homme, par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, par la Convention relative aux droits de l'enfant, par la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et sur, finalement, la Déclaration des Nations unies sur les minorités. Le Canada et le Québec sont liés par tous ces instruments. C'est pourquoi le chapitre québécois de la Commission internationale de juristes saisit de manière urgente, via le mécanisme des procédures spéciales, les rapporteurs des Nations unies concernés par ces questions afin qu'une enquête soit effectuée. Maintenant, premier test de la technologie impliquée pour la conférence de presse aujourd'hui, je souhaite passer la parole brièvement à notre président de la Commission internationale de juristes, le professeur Harold Mendez de l'Université d'Ottawa, qui est en ligne. Alors, Cécilia? Merci, Stéphane. Est-ce que vous pouvez entendre? Très bien. Ça? OK. J'aimerais dire quelques mots en ce qui concerne notre organisation. Oui. Fondée en 1968, la section canadienne de la Commission internationale de juristes est une organisation indépendante, non gouvernementale, non partisane et à but de non lucratif, créée par des éminents juristes. Peu après le processus de Nuremberg, notre organisation a une mission de promouvoir et de protéger la gouvernance suivant les idéaux démocratiques, notamment en renforçant les systèmes de justice nationaux et internationaux. La section canadienne et aussi la charte de Québec fait donc partie d'une organisation internationale qui consacre à la défense des droits humains et de l'état de droit, rule of law. Ces perspectives est étoilée par les connaissances des expertises d'avocats, des juges, de professeurs de droit qui ont étudié et œuvrent au pays à l'étranger et à l'international.
Mais nous avons le privilège d'être parmi vous aujourd'hui pour discuter, examiner le projet de loi qui pourrait créer un précédent menaçant et doit être dénoncé avec vigueur, comme Stéphane a dit. Merci. Et maintenant, j'enchaîne avec notre directeur exécutif à la CIJ Canada, M. Slava Balan, par ailleurs doctorant à l'Université de Montréal, polyglotte, et qui va vous adresser brièvement la parole. Slava, à ton tour. Vas-y. Merci. Saigon, Kwe, bonjour, bună ziua, good afternoon. L'Organisation des Nations Unies a plusieurs mécanismes pour signaler les violations des droits de la personne. Les procédures spéciales du Conseil des droits de la personne est l'un de ces mécanismes. Ces procédures permettent de solliciter l'intervention des rapporteurs spéciaux des Nations Unies en cas de violations graves en cours ou potentielles des droits humains. Grâce à la gravité des violations potentielles des droits de la personne, selon le projet de loi numéro 1 et la procédure défectueuse de promotion de ces projets de loi, la Commission internationale des juristes Canada n'a d'autre choix que de recourir à ces mécanismes. Merci. Merci, Slava. Et finalement, pour compléter l'introduction, nous souhaitons souligner la présence de représentants de nos partenaires, dont la liste se trouve en page frontispice du document qui est disponible pour les fins de la conférence de presse aujourd'hui. En particulier, Mme Colette Lelièvre, d'Amnesty International francophone, Madame Laurence Guenette et M. Alexandre Petitclerc de la Ligue des droits et libertés, M. Niall Kaplan-Ricardo, représentant de l'Association des juristes progressistes, tous et toutes présentes, si je ne m'abuse, actuellement, donc en présentiel. Et nous souhaitons remercier aussi nos appuis majeurs, notamment le chef Jean-Charles Pietako de la communauté d'Equanichit, nation Innu, monsieur le chef Sipi Flamand de la communauté de Manawan, nation Atikamekw, l'honorable Michel Audette, Innu et québécoise, et également Avocats sans frontières Canada. Et pour terminer, non le moindre, une organisation internationale basée en Arizona, le International Indian Treaty Council. Plusieurs des représentants de ces partenaires sont en ligne. Je les salue et je les remercie. Maintenant, revenons sur le fond. Le projet de loi 1 viole les droits et les standards universels à l'égard de trois choses. Principalement, premièrement, violation des droits des minorités. Deuxièmement, il porte atteinte aux droits des peuples autochtones. Et finalement, il y a violation des garanties propres à ce principe de gouvernance essentiel qu'est l'État de droit, connu souvent sous le nom, l'appellation anglophone de Rule of Law. L'une de nos plus grandes préoccupations concerne les dispositions relatives aux droits collectifs de la nation québécoise et la manière dont elles abrogent d'autres droits des personnes et des peuples qui vivent au Québec. Placer les droits collectifs, même ceux d'une majorité de la population, au-dessus des droits des individus, des minorités et des peuples autochtones revient à nier les fondements mêmes des droits humains universels. Parce qu'il convient de rappeler que le plus grand héritage, l'un des plus grands héritages des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, tel que codifié dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est cette idée, ce concept essentiel, que les droits humains sont des libertés fondamentales associées aux individus. Ils sont, ces libertés fondamentales,
inhérente et inaliénable à la personne humaine. Maintenant, permettez-moi de passer la parole à ma collègue, la professeure Karine Miller. Merci, Tiawank. Kwaweti, Tiawank, Chimishkimitin, Miigwech. Thank you. Je vais parler en français, but first I would like to personally acknowledge and thanks the International Indian Treaty Council for their support. So this organization really represents the interest of Indigenous peoples and the treaty rights for peoples among all Americas and even other areas in the world, and their support is very important for us. Et je veux aussi personnellement remercier Chimishkimitin, le chef Jean-Charles Pied-Lachaud des Quanichit, nation Innu, qui représente aussi la rivière Magpie, qui est la première rivière au Canada à avoir la personnalité juridique et qui a aussi des droits territoriaux. Chimishkimitin, mon amie et collègue Yvette Mollen, gardienne de la langue Innu, qui est avec nous aujourd'hui et qui travaille fort pour le respect justement des droits linguistiques, alors qu'il y a des violations importantes dans ce projet de loi. Merci Miigwech, à Sipi Flamand de la communauté Atikamekw de Manoan pour cet appui important. Et je souligne d'entrée de jeu que plus largement, la nation Atikamekw, on se souviendra, c'est celle qui a joué un leadership important, qui a eu gain de cause, une cause majeure l'année dernière en Cour suprême relativement à la contestation par Québec du droit des Premières Nations d'avoir leur propre régime en matière de protection de la jeunesse, leur droit à l'autonomie gouvernementale. Et aujourd'hui, ce leadership profite à l'ensemble des Premières Nations. Même chose plus largement pour la nation Innu, qui a eu gain de cause encore une fois l'année dernière dans une autre cause, où la Cour suprême a conclu que non seulement le Québec avait violé l'honneur de la couronne, mais qu'il avait même été de mauvaise foi en refusant de financer des services de sécurité publique pour les Inuits, et que ce faisant, encore une fois, c'était une violation de droit à l'autonomie gouvernementale, qui est notamment protégée, pas seulement en droit constitutionnel, mais également en droit international, d'où la procédure d'aujourd'hui. Mais je le souligne, ces contestations courageuses ont mené à des victoires importantes. Le projet de loi 1 viole notamment de manière flagrante la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, qui s'applique au Québec en dépit de ce que dit le gouvernement du Québec. Elle s'applique au Québec et plus largement le Canada aussi, dont le Québec fait partie, s'est engagé à la mettre en œuvre depuis 2021. Les tribunaux ont commencé à interpréter le droit applicable, notamment au Québec, en vertu de la Déclaration des Nations unies. Le projet de loi 1 viole clairement les articles 18-19 de la Déclaration des Nations unies, qui exigent une consultation préalable, mais pas seulement lorsque les intérêts et les droits des peuples autochtones sont en jeu, un consentement lorsque les droits des peuples autochtones sont en jeu. Et qui plus est, lorsqu'on parle de la loi des lois, d'imposer une constitution, il ne peut pas avoir violation plus flagrante ici. C'est la définition même, en fait, d'un point de vue juridique, d'une approche coloniale, encore en 2025, en dépit du droit applicable. Et je souligne également aussi dans le contexte où, mis à part dans le contexte des traités modernes CRI, les territoires au Québec sont très largement et majoritairement des territoires qui sont non cédés. Le projet de loi 1 nie, et vous pourrez poser la question au ministre de la Justice à cet effet, qui ne reconnaît pas non plus que les 10 Premières Nations et les Inuits, les 11 peuples autochtones sur lesquels le Québec est sur le territoire traditionnel en ce moment, sont des peuples. Des peuples au sens du droit international, notamment, indique plutôt seulement dans le préambule que nous ne serions que de simples descendants des premiers habitants. C'est une violation du droit applicable clair, une violation reconnue, qui a pour effet de minimiser, d'écarter les droits qui découlent du fait d'être des peuples, notamment
en matière culturelle et linguistique et également en matière territoriale. En matière culturelle et linguistique, les dispositions du projet de loi 1 traitent du fait qu'il n'y aurait qu'une seule langue officielle et surtout une seule langue officielle d'intégration. Cette politique qu'on met en place d'intégration viole directement les droits des personnes et des peuples autochtones à pouvoir avoir leur propre langue. Le reconnaître, avoir une simple indication dans un préambule ne donne absolument pas de droit, au contraire. Et parce qu'à l'inverse, dans le corps du projet de loi, on le nie. On le nie. On ne veut qu'imposer un seul patrimoine commun également, une seule identité commune qui est une identité d'intégration. Ça viole directement le droit international qui protège les peuples autochtones contre l'assimilation forcée duquel les nations ont été l'objet pendant si longtemps et peut-être encore aujourd'hui avec cette tentative, avec ce projet de loi. Les langues autochtones sont bien vivantes, notamment celle de nos appuis la langue Innu, la langue Atikamekw, parmi les plus parlées encore au Canada. Elles sont vivantes, mais elles sont fragilisées, surtout dans ce contexte québécois où il y a ce type de projet de loi. Violation également des droits liés au territoire, et au territoire au pluriel, parce qu'il existe plusieurs territoires traditionnels pour lesquels il y a des droits reconnus en ce moment. Le projet de loi, par plusieurs dispositions, insiste sur l'indivisibilité, l'intégrité du territoire du Québec et l'imposition de la souveraineté du Québec d'une manière qui nie le fait que les peuples autochtones ont des droits sur ces terres. Vous verrez d'ailleurs rien, même dans le préambule, qui parle de droits reliés au territoire, alors que c'est au cœur de tout, au cœur même du rattachement aux droits culturels. Et les territoires des nations, des peuples autochtones, ne peuvent pas être regroupés en un seul territoire qui donc relèverait uniquement du Québec. Les droits du Québec par rapport au territoire, parce que oui, il y en a certains, mais ceux-ci doivent être conciliés et respecter les droits des peuples autochtones. Également, je porte à votre attention qu'une disposition du projet de loi qui fait en sorte que, c'est assez inusité, le gouvernement du Québec maintenant aurait un droit de veto sur l'agrandissement de toutes les réserves, des terres de réserve en vertu de la loi sur les Indiens du Canada. Présentement, il y a différentes démarches de réconciliation où il y a des communautés, des conseils qui obtiennent donc des possibilités de restitution de terres, d'agrandissement de terres. Et là, en vertu de cette disposition, le Québec pourrait refuser et même déclarer nul ce type donc, de transaction réparatrice, réconciliatrice. En plus aussi du fait que les nations et les conseils pourraient se voir visés éventuellement à titre d'organismes ayant reçu des fonds publics québécois via plusieurs, notamment des programmes de financement adressés aux Premières Nations et que de ce fait, pourraient se voir interdire de contester la constitutionnalité de lois québécoises que le gouvernement du Québec, par sa majorité parlementaire, aurait déclaré comme étant dans l'intérêt du Québec. Alors, je le dis en terminant, mais ce type d'approche législative visant à limiter sévèrement les droits des peuples autochtones et même leur possibilité de pouvoir les contester devant les tribunaux, la dernière fois qu'on a vu ça, c'est il y a longtemps, c'était des mécanismes qui étaient enchâssés dans la loi sur les Indiens et qui ont été déclarés comme étant génocidaires. Voilà. Merci. Tiens, ouais. Merci beaucoup, Madame la professeure Karine Miller. Juste avant de passer la parole à la professeure Myriam Cohen, je demanderai en arrière, Alexandre, s'il te plaît, tu pourrais me ramener mon téléphone, je vais en avoir besoin dans quelques minutes. Merci. Maintenant, pour enchaîner, en mettant l'accent sur la dimension des droits des minorités, je passe la parole à la professeure Cohen. Merci Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence en salle et en ligne. Je vais vous en parler des violations des droits des minorités en vertu du droit international. Les projets de loi 1 proclament que toutes les personnes vivant au Québec sont des Québécois et ne forment qu'une seule nation.
l'identité de la nation québécoise et de tous les Québécois est dite fondée sur une seule langue commune de la nation et sur une seule culture. Une approche dite d'intégration nationale est également expressément mise en place pour intégrer les minorités dans la nation québécoise. Les projets de loi nient ainsi les droits des résidents du Québec, qu'ils aient ou non la citoyenneté canadienne, de s'identifier autrement que des Québécois. Les projets de loi établissent un lien direct entre être québécois et les Français comme langue d'identité commune et unificatrice du groupe. Ces dispositions violent les libres choix d'identité linguistique, culturelle et nationale, ainsi que les droits à l'auto-identification libre et volontaire à un groupe national, ethnique ou linguistique. D'ailleurs, l'imposition d'une seule langue et d'une seule culture porte atteinte aux droits des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques. Et je cite l'article 27 du Pacte international sur les droits civils et politiques, en communauté avec les autres membres de leur groupe, de jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion ou d'utiliser leur propre langue. L'article 30 aussi de la Convention relative aux droits de l'enfant est pertinent ici. Les minorités linguistiques du Québec doivent se voir garantir les droits d'utiliser d'autres langues que le français comme langue commune. Bien que les autorités publiques aient le droit d'établir et de promouvoir une langue nationale, elles n'ont pas le droit d'imposer une langue nationale commune comme identitaire aux groupes minoritaires. En ce qui concerne les droits culturels des minorités et la politique d'intégration nationale, les projets de loi prévoient que le modèle d'intégration du Québec est celui de l'intégration à la nation québécoise, désignée sous le nom d'intégration nationale. La nation québécoise étant définie comme ayant une seule langue et une seule culture dominante. Ces modèles, en substance, favorisent l'assimilation, c'est-à-dire l'adoption induite d'une langue et d'une culture dominante. Le modèle d'intégration imposé par les projets de loi 1 est de nature assimilationniste, puisqu'il vise à imposer un ensemble de valeurs sociales distinctes à tous les Québécois. Il est profondément troublant de déterminer par voie législative les valeurs auxquelles les personnes doivent adhérer. Cela constitue une atteinte grave au droit à l'égalité et aux libertés de conscience et d'expression telles que prévues par les droits internationaux auxquels le Canada et le Québec sont liés. Concernant les droits à l'égalité et la discrimination fondée sur les genres, l'article 28 du projet de loi 1 dispose que l'État protège l'égalité entre les femmes et les hommes, ne reconnaissant pas la diversité des genres et excluant de facto les personnes non-binaires, trans et bispirituelles du champ d'application de cet article. Celui-ci viole les instruments internationaux concernant les droits à l'égalité. Enfin, la clause de dérogation, article 9 de la partie 2, permet de déroger sans aucune justification aux droits des minorités pour affirmer la préséance des droits collectifs de la nation québécoise, traduits par les choix de la majorité politique. Cette interprétation des droits collectifs est en violation flagrante du régime même des droits humains et des droits des minorités universellement reconnus et consacrés dans les instruments internationaux tels que ratifiés par le Canada et auxquels le Québec est lié. Merci. Merci beaucoup, Myriam. Pour terminer, pour mémoire, on a identifié d'entrée de jeu sous 3 rubriques, ceux des droits des peuples autochtones, ceux des droits des minorités, et j'enchaîne troisièmement avec les graves violations qui découlent du projet de loi numéro 1 en ce qui concerne les garanties propres au rule of law, propres à la primauté du droit. Le projet de loi porte atteinte
Et c'est, dans une large mesure, en filigrane, à travers toutes les atteintes, que ce soit en termes de droits autochtones, de droits des minorités, mais on pourrait, pour compléter la liste d'épicerie, avoir inclus d'autres droits substantiels. Mais qu'est-ce qui affecte, dans une large mesure, au deuxième niveau, ce qui est essentiel à la bonne gouvernance sur un territoire, c'est essentiellement que le projet de loi prive du droit à un recours effectif. Un recours effectif devant les tribunaux nationaux qui sont compétents contre des actes qui portent atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux, qui leur sont reconnus à l'international, c'est évidemment notre focus, mais également par les instruments de protection juridique des droits humains nationaux, dont la Charte canadienne des droits et libertés, et par ailleurs par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne ou, selon certaines langues sales, pour qu'est-ce qui en reste avec maintenant près de 7 ans de gouvernance du gouvernement de la CAQ. En particulier, 2 articles du projet de loi sont problématiques à l'égard de ce méta-principe, si je puis dire, que l'on a hérité de Grande-Bretagne, certes, mais qui est d'application universelle, avec référence au vocable de l'État de droit, ou ce qu'on appelle en français au Canada la primauté du droit. Tout d'abord, l'article 9, partie 2, et ça recoupe le dernier point de ma collègue Myriam Cohen, c'est la possibilité donc de déroger. C'est en lien avec cette clause de dérogation, aussi appelée clause non-obstant. Donc, la possibilité de déroger aux droits humains, et ce, sans qu'il soit nécessaire de contextualiser ou de justifier la dérogation. Il s'agit d'une violation, en fait, très grave, puisque ça enlève les moyens de mettre en œuvre, de sanctionner des manquements aux libertés fondamentales, aux droits humains. Ça vient banaliser, finalement, comme si on en avait besoin, parce que, rappelons-le, hein, le gouvernement du Québec, depuis les 6-7 dernières années, a utilisé à outrance la clause de dérogation. Plus souvent qu'autrement, une utilisation mur à mur, c'est-à-dire pour protéger, entre guillemets, de l'interventionnalisme des tribunaux, l'ensemble de la loi invoquant référence donc à tous les droits dérogeables, qu'ils soient ou non pertinents, ces droits. Alors, vraiment, quand on parle d'une surutilisation, voire d'un abus d'utilisation des clauses de dérogation dans la Charte canadienne, l'article 33, dans la Charte québécoise, l'article 52, c'est essentiellement ça qui vient être réitéré, voire normalisé. C'est grave, on ne veut pas être alarmiste, mais c'est quelque chose qui, peut-être, de prime abord, semble de peu d'intérêt pour monsieur, madame, tout le monde, pour le ou la justiciable. Mais à terme, cette normalisation aura probablement les conséquences les plus délétères pour la bonne gouvernance fondée sur ce principe, ce méta-principe de la primauté du droit. Nos droits individuels, mes droits humains, vos droits humains, ils ne sont pas donnés, ils ne sont pas octroyés. Ce n'est pas la Charte à Trudeau en 1982 qui a donné aux Canadiens et Canadiennes, y compris les Québécois et les Québécoises, qui protègent mes libertés fondamentales. Elles sont, je l'ai mentionné plus tôt, inhérentes et inaliénables à la personne humaine. Ce n'est pas de se protéger contre un interventionnisme des tribunaux. Ce n'est pas, soyez prudents, d'accepter cette rhétorique dangereuse. Ce n'est pas le gouvernement des juges qui viennent décider en déconnexion avec les intérêts des justiciables canadiens et québécois. C'est une manière, essentiellement, de mettre de côté un des principaux
contre-pouvoir dans nos démocraties libérales, dans l'héritage du libéralisme, celui de Jean-Jacques Rousseau, celui de John Locke. J'ai parlé d'une première disposition hautement problématique. Ajoutons, pour compléter et terminer, l'article 5, qui se trouve lui aussi à la partie 2, qui donne la possibilité d'interdire aux organismes, et on en a entendu parler beaucoup de cette disposition, ça donne la possibilité d'interdire aux organismes qui reçoivent des fonds publics de contester la constitutionnalité de dispositions que le gouvernement du Québec, par sa majorité parlementaire, aura déclaré viser la nation québécoise ou l'autonomie, ou encore les caractéristiques fondamentales du Québec. Alors, allez chercher qu'est-ce que ça peut tout inclure, mais pour le moment, on voit une possible application vaste qui, encore une fois, va enlever ce qui, depuis très longtemps dans nos démocraties libérales, sont un moyen de vérifier la validité, la constitutionnalité des mesures auxquelles nous, comme justiciables, on est soumis dans la province de Québec. Cela pourra, par exemple, inclure des interdictions qui viseraient les conseils de bande et les organismes autochtones, ainsi que tous les organismes communautaires, incluant les syndicats, hein, qui visent à défendre les personnes vulnérables. Je m'arrête ici. Donc, pour conclure, le mépris de tous ces droits, de tous ces principes internationaux et nationaux nécessite l'intervention des rapporteurs spéciaux des Nations unies afin de reconnaître les violations des droits humains et de demander aux autorités de la province de Québec de retirer tout simplement le projet de loi 1. Donc, par notre initiative, nous allons interpeller la liste suivante des rapporteurs spéciaux des Nations unies. Il y en a 10, dans l'ordre. Tout d'abord, le rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités. Le rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones. Le rapporteur spécial dans le domaine des droits culturels. Le rapporteur spécial sur la liberté de religion et de conviction. Cinquièmement, le rapporteur spécial sur les droits de l'éducation. 6, sur les droits de l'homme des migrants. 7, le rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance. Le rapporteur 8 sur l'indépendance des juges et des avocats. 9, le rapporteur spécial sur les effets négatifs des mesures contre les droits de l'homme, les droits humains. Et dernièrement, le rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition, qui est interpellé en particulier en ce qui concerne l'effritement, qui est la conséquence du projet de loi numéro 1, de notre principe, méta-principe de la primauté du droit, du rule of law. Ceci termine la partie formelle de notre conférence de presse. Nous avons un bon 20-25 minutes pour prendre les questions, tout d'abord quelques-unes en présentiel et ensuite pour les gens qui participent à l'événement en ligne via Zoom. Alors j'invite, il y a un micro juste en arrière des caméras si vous avez des questions à poser à l'ensemble du panel ou plus précisément peut-être à un des 3 panélistes. Bon, on va aller chercher notre liste des présences, puis on va faire comme les profs font, demander par leur nom une intervention ou une question. Oui, s'il vous plaît, parce que sinon, on ne pourra pas impliquer nos participants Zoom si vous n'allez pas au micro. Merci. Peut-être votre nom, affiliation, le cas échéant, et votre question? Jimena Samson, Radio-Canada. Je me demandais le calendrier, donc ça ressemble à quoi? Vous déposez ça maintenant? Vous interpellez les rapporteurs? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, c'est déposé aujourd'hui. Nous allons
évidemment, recevoir un accusé-réception. C'est la période des fêtes. On va être sincère qu'on ne s'attend pas à ce que quelque chose revienne en substance avant la nouvelle année. Mais c'est certain que la procédure est somme toute assez... Elle est formelle, mais pas trop formaliste, dans le sens que s'ils ont besoin de précision, d'éléments complémentaires, ils vont nous revenir. Il y a donc un aller-retour. C'est le propre de ces procédures spéciales, d'être moins formaliste, moins lourde. Et votre question, incidemment, m'amène aussi à apporter la précision suivante, parce que la question m'a été posée à quelques reprises. Interpeller les rapporteurs spéciaux, les quelques 10 rapporteurs spéciaux dont j'ai fait l'énumération, ne requiert pas, contrairement à d'autres instances onusiennes, dont le Comité des droits de l'homme, ne requiert pas que le dossier soit déjà validé par le pouvoir législatif. Autrement dit, on ne nous reprochera pas, puisqu'on est encore à l'étape initiale de la présentation et de l'étude du projet de loi, d'avoir un recours prématuré. Non, c'est un recours qui est possible, même si on n'a pas concrètement encore adopté le texte législatif, d'une part, et d'autre part, autre précision pertinente, parce que plusieurs qui connaissent minimalement les procédures onusiennes pensent à cette condition préliminaire d'épuiser les recours nationaux, des recours internes, avant de saisir une instance internationale. Et à cet égard non plus, dans le cadre des procédures spéciales devant les rapporteurs, il n'est pas nécessaire de procéder ainsi. C'est essentiellement pour permettre de saisir des instances onusiennes, même si c'est encore prospectif. Merci de votre question. Ouais, c'est là où on peut peut-être distinguer aussi des recours en droit interne. Hein? On ne pourrait pas à ce stade-ci prendre un recours devant un tribunal québécois ou un tribunal canadien pour contester à l'avance un projet de loi. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas contester le projet de loi une fois adopté en droit canadien et en droit québécois. Mais à ce stade-ci, donc, c'est ce que permet cette procédure internationale spéciale d'agir de manière urgente et à l'avance pour pouvoir indiquer qu'il pourra y avoir des violations graves aux droits humains si elle est adoptée. C'est ce qui fait aussi que c'est cette voie qui est adoptée là, de manière urgente et à l'avance avant même que ça soit adopté. C'est maintenant qu'il faut agir parce qu'une fois que les projets de loi sont adoptés, ça va être très difficile de revenir en arrière. Et on voit déjà, comme nous avons annoncé en résumé, plusieurs violations des droits des peuples, des individus autochtones, les droits des minorités, l'état du droit. Et c'est maintenant qu'il faut agir pour que ces projets de loi ne deviennent pas une loi, puisqu'après, ça sera très difficile de les changer. Et c'est pour ça qu'on le fait en ce moment. Il n'y a aucune prématurité dans l'exercice qu'on fait et dans notre soumission. Non, voilà. Les procédures existent justement pour le genre de contexte que l'on vit au Québec avec le projet de loi numéro 1. Autre question? J'aimerais juste ajouter, cela nous inquiète aussi, les processus qui ont été adoptés. Nous en avons mentionné brièvement, mais ces projets de loi qui s'est dit une loi constitutionnelle a été rédigé derrière des portes closes, d'une façon non inclusive, non transparente, sans une consultation préalable. Et ça, c'est contraire aux standards internationaux. Et c'est ça qu'on dénonce aussi, et c'est pour ça qu'on appelle les rapporteurs spéciaux à intervenir en ce moment. Merci. Oui, madame. Puis ensuite, ou monsieur... Non, OK. Oui. Je sais pas si votre nom, vous vouliez laisser la priorité aux puis votre journalistes. question. Merci. OK. Laurence Guénette pour la Ligue des droits et libertés. J'aimerais savoir si, selon la Commission internationale des juristes, il y a des amendements qui rendraient ce projet de loi plus acceptable ou si le retrait pur et simple est la seule avenue envisageable. La réponse courte, c'est j'aimerais être constructif, puis constructif dans l'idée que on ne veut pas juste proposer de mettre à la corbeille, mais c'est incontournable. C'est absolument ce que nous demandons au gouvernement. Et s'il doit y avoir de la pression internationale pour aider à se raviser, et ça me déchire
beaucoup d'être obligé de dire ça, parce que en tant que constitutionnaliste, ça fait des années, voire des décennies, qu'on jongle à l'idée et qu'on l'on trouve fort opportun de penser à se doter au Québec, pas d'une constitution parce que ça donne l'impression qu'on n'en a pas. Il faut rappeler, c'est une notion de base, que le Québec, comme les 9 autres provinces d'ailleurs, a sa propre constitution, a modifié à quelques reprises, en utilisant la formule d'amendement de la loi constitutionnelle de 1982, modifier sa constitution interne. Là, ce dont on veut se doter, c'est d'un texte qui collige, qui fait la synthèse, mais le problème, c'est que l'on y ajoute tellement, puis c'est pas difficile d'y voir beaucoup des éléments de la plateforme du gouvernement actuel en termes de politique. Alors, et ça a été étudié dans cet angle par plusieurs. Alors, le problème, c'est pas l'initiative, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans. En plus, bien évidemment, des problèmes en lien, puis Myriam Cohen vient de le souligner de nouveau, de processus. Le processus est non seulement problématique, mais il est vicié dans son essence même. Et c'est pas avec respect, c'est mieux que rien, certains diraient, là, mais c'est pas avec une consultation qui a été un peu forcée auprès du bureau du gouvernement et du ministre Jolin Barrette que l'on va remédier à la chose. Là, on entend bien évidemment qu'il y a plus de 200 mémoires qui ont été reçues, qu'il y aura 2 semaines, voire plus, de consultation. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on peut réparer par rapport à un projet de loi qui est dans son processus foncièrement erroné, mauvais, et qui, on en a fait l'énumération dans le cadre de notre présentation, relègue au second rang les libertés individuelles, les droits humains, affecte les intérêts des communautés autochtones, des premiers peuples, et qui a comme potentiel de dangerosité quelque chose qui, dans la pérennité, va être un héritage toxique, et je pèse mes mots, un héritage toxique du gouvernement de François Legault. Il faut prendre les moyens et pour essayer de mettre de la pression. C'est évidemment pas une ordonnance qui viendra d'un des rapporteurs spéciaux qui va faire changer tout seul l'avis du gouvernement Legault, du ministre de la Justice Simon Jolin Barrette, mais si ça peut contribuer, bien, nous pensons humblement, modestement, que ça fera œuvre utile et qu'il faut, c'est ça le but premier aujourd'hui, évidemment, il y a toute la substance, puis on ne reviendra pas sur les détails, là, mais c'est d'amener le dossier du projet de loi 21 à l'extérieur de la province de Québec. C'est de l'amener à l'international pour que ça amène une conscientisation accrue, non seulement des gens au Québec, qui sont interpellés au premier chef, mais également à travers le pays et voire à travers le monde. Si je peux juste préciser, à mon avis, d'un point de vue juridique, il est dangereux de jouer le jeu ici et de tenter de vouloir participer à amener certains amendements. Du point de vue du droit international notamment, on l'a mentionné, c'est une violation très grave dès le départ de ne pas avoir construit le projet avec la population, ma collègue parlait du droit des minorités, de ne pas l'avoir fait avec les peuples autochtones, d'imposer ensuite une constitution très, très, très précise et de tenter dans un rapport de pouvoir, de force, qui, du point de vue des peuples autochtones, est un rapport colonial, dans la définition juridique du terme, d'essayer d'aller chercher des amendements à la pièce, c'est dangereux. C'est dangereux. Et plus globalement, on remarquera qu'il est assez paradoxal que le Québec, qui se dit devoir imposer une constitution pour protéger les intérêts de la nation, parce qu'il n'aurait pas notamment consenti à la Constitution du Canada, décide de faire très exactement et bien, bien pire que ce qu'il a lui-même subi, en imposant des choix qui excluent les droits de tout le monde, des individus, des minorités, des peuples autochtones. Il adopte une approche coloniale qui est au-delà de ce que lui-même n'a jamais vécu.
au sein du Canada. Comme nous avons mentionné dans nos résumés, dans nos interventions, il y a des violations déjà au droit international. Et le Québec est lié par les deux pactes, les pactes internationaux sur les droits civils et politiques, les pactes internationaux sur les droits économiques, sociaux et culturels, la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est une déclaration, mais ces normes font partie du droit international coutumier. Alors, le Québec, avec ses projets de loi, viole déjà ces dispositions sur les droits des minorités. La Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, c'est violé, comme ma collègue Karine Miller a mentionné. La Convention sur les droits de l'enfant. Alors, déjà, on voit plusieurs dispositions que nous avons mentionnées qui violent ces conventions. Le Canada est lié. Alors, il faut rappeler au Canada et au Québec, c'est pour ça qu'on demande l'intervention des rapporteurs spéciaux. Il faut rappeler les obligations au niveau international et que si ce projet de loi est adopté, il y aura des violations à plusieurs dispositions de ces conventions et normes internationales. Merci. Alors, là, je vais aller en ligne. Je me tourne vers notre collaboratrice, Cécilia. Est-ce que, je ne m'abuse, monsieur le journaliste William Thériault de La Presse, et on n'a pas eu le temps de lui répondre avant le début de notre conférence de presse, mais si je ne m'abuse, il est en ligne et peut-être lui demander s'il veut formuler lui-même sa question. Oui, Stéphane, si tu me permets, je donnerai d'abord la parole à une personne qui nous appuie, le Ghislain Nequado. Ah oui, absolument. Et je donnerai après la parole à William Thériault. Donc, Ghislain Nequado, Anishinaabe du Lac-Simon, mais il va se présenter lui-même. Je lui donne la parole. Merci. Ghislain, vous pouvez enlever votre micro puis parler. OK. J'ai bien aimé la présentation. C'est très enrichissant et très instructif. C'est d'ailleurs à la suite de cette présentation que je vais formuler mon opinion. En tant qu'élu de Lac-Simon, je suis très déçu du gouvernement du Québec après avoir présenté le projet de loi devant les chefs il y a quelques jours à Montréal. J'ai écouté le ministre Jolin Barrette répondre à des questions, puis répondre aussi à ce qui s'est dit dans la rencontre. C'est comme un manque de respect pour une Première Nation. On établit beaucoup de relations avec les deux paliers de gouvernement provincial. Ici, on parle du gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec a émis beaucoup de programmes pour avoir des relations aussi avec le Québec, entre autres les programmes de mesures de rechange en justice. Ceci pour soutenir les tribunaux dans les différentes régions de la province. Et, nous sommes comme partenaires de la démarche entre le Québec et les Premières Nations. Dans les projets soumis, le ministre a toujours mentionné le peuple autochtone. Il collabore dans les programmes. Et c'est malaisant. Si on écrit les projets, si on écrit les relations, et on établit ces relations-là entre les Premières Nations et le Québec. Et tout d'un coup, le Québec, il nous dit, nous avons écrit un projet de lettre, un projet de constitution pour lequel nous ne pouvons pas penser à vous. C'est ça que ça dit en général, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien dans le projet de constitution qui parle des droits ancestraux. C'est quoi? Il n'y a rien. Il veut violer nos territoires ancestraux. Il veut ne pas mentionner le territoire. Je parle de Lac-Simon. Il veut
ne pas penser à ça. Alors que plusieurs familles sont en territoire, ils sont en chasse, en pêche, ils occupent leur territoire. Et je suis très déçu de la part du gouvernement du Québec. C'est pour ça que moi, j'avais parlé de cette conférence de presse que j'appuyais puis j'allais assister. J'avais mentionné à mon équipe du Conseil de Lac-Simon que j'allais présenter une résolution pour appuyer la démarche et être avec vous, étant donné que nous sommes dans un état de droit. Je suis en train de suivre des cours de maîtrise en administration publique. J'ai déjà fait le tour de plusieurs provinces du territoire en jasant avec les chefs, les familles, les aînés. Il y a toujours eu cet esprit-là qu'il y a encore du respect. Mais je remarque que j'aimerais ça avoir plus, parce que quand le mécanisme, quand il y a une violation de droit, comme ce qui vient d'arriver, ça n'a pas été soulevé, un drapeau rouge rapidement. Je souhaite qu'il y ait un mécanisme qui s'actionne, qui s'active automatiquement et qui dit ah, il y a un drapeau rouge, le gouvernement du Québec vient de faire un projet de loi, entre autres le récent projet de loi 80, 97. Cela, ça nous a beaucoup engagés en politique. On n'a pas de budget, premièrement, pour aller devant les différentes régions, aller faire des rencontres avec les associations de foresterie, les syndicats de foresterie, les municipalités du Québec. On n'a pas de fonds pour partir et aller discuter, mais on engrange souvent nos budgets. Et c'est ça qui est déplorable aux yeux des deux gouvernements. Ils ne font pas attention. Dans un état de droit, on est censé avoir tout le respect de la loi et des règlements. Ça fait que j'apprécie beaucoup votre démarche. Merci. Merci beaucoup. Karine? Tiawak Miigwech, Ghislain Nekado, communauté Anishinaabe de Lac-Simon. Absolument, je pense qu'on en retient ici aujourd'hui. Là, c'est une procédure qui est en vertu du droit international, mais absolument, dans ce que vous avez dit, c'est aussi un projet de loi qui est inconstitutionnel en vertu du droit constitutionnel canadien. Notamment, vous avez parlé de droits ancestraux qui ne sont pas reconnus dans un article du projet de loi, alors qu'ils le sont dans la Constitution canadienne. C'est également une violation du principe constitutionnel de l'honneur de la couronne, qui est reconnu dans la jurisprudence canadienne. C'est une violation canadienne et par les tribunaux québécois aussi, là, hein? Pas seulement les tribunaux canadiens, les tribunaux québécois, là. Et c'est une violation grave aussi de ce que les tribunaux appellent comme étant une souveraineté préexistante des peuples autochtones, incluant la nation Anishinaabe, incluant la communauté de Lac-Simon. Donc, oui, effectivement, ils sont dans un contexte de droit international aujourd'hui, mais ces droits constitutionnels-là, aussi ancestraux, sont très, très importants et il y a aussi des contestations qui pourront être prises éventuellement sous cet angle-là. Oui. Alors, merci beaucoup. Allons, s'il est toujours en ligne, Monsieur Thériault de la presse. La conférence, en fait, j'aurais deux questions. La première, davantage historique. Est-ce que c'est la première fois qu'on demande au Québec, au Canada, une intervention comme ça des rapporteurs spéciaux de l'ONU? Si ce n'est pas la première fois, est-ce que vous pouvez nous donner les exemples dans lesquels ça a été utilisé? Et la deuxième question, c'est sur les résultats auxquels on peut s'attendre de cette démarche. Je sais qu'on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas voir le futur, mais je suis curieux quant aux résultats que ça peut apporter en termes de pression sur le gouvernement québécois si jamais on a une recommandation formelle là, des rapporteurs à l'ONU. Alors, je passerai, merci, M. Thériault, la parole à la professeure Miller, puis ensuite mon collègue à Ottawa, qui est notre spécialiste
sur l'aspect procédural qu'il ne faut pas négliger. Là, c'est nécessaire de bien soumettre notre communication, qui est M. Slava Bala, qui est toujours en ligne. Alors, tout d'abord, Karine? Oui, bien notamment, on a un exemple récent en 2023 du rapporteur sur les droits des peuples autochtones qui déjà mettait en garde de violations potentielles aux droits linguistiques des peuples autochtones au Québec, parce qu'on sait que le projet ici, ça s'inscrit en continuité de l'imposition de règles de renforcement de la Charte de la langue française, le fameux projet de loi 96, pour lequel il y a une constitution justement constitutionnelle en cours, notamment menée par les Premières Nations. Et c'est appuyé de cette observation sérieuse du rapporteur des Nations unies sur la question. Alors, très certainement, ça l'ajoute. La question de la violation des droits humains, ça l'ajoute. Et on avait également, c'est dans notre procédure aussi, le rapporteur spécial en 2007 sur la question des formes contemporaines de racisme, la discrimination raciale, xénophobie, ici... ça, c'est un autre exemple de ce à quoi ça peut servir, donc de façon plus générale, sans que ce soit à l'égard du Québec, mais rappelait qu'en fait, ce type de politique, laquelle s'apprête à adopter ici le Québec, ça relève de la xénophobie, du racisme, c'est politique d'intégration, c'est ce que ça relève de ça, d'un point de vue du droit international, et que c'est... Justement, ce rapporteur nous explique que lorsqu'on cherche à imposer des valeurs nationales et une culture unique nationale à l'ensemble du groupe, c'est la définition, effectivement, du racisme et que ça peut nous mener à des comportements de xénophobie. Donc, c'est un exemple de ce à quoi ça peut nous servir. D'un côté, ça nous sert même à appuyer une contestation pour des Premières Nations au Québec. De l'autre côté, ici, on s'en sert aussi, ça nous permet de qualifier plus généralement la politique d'intégration qu'adopte le gouvernement du Québec comme en étant une qui relève très clairement du racisme. Merci, Karine. Maintenant, oui. Avant d'aller à Ottawa, Myriam? Juste ajouter aussi un point, il faut regarder ces projets de loi comme pour qu'il est exceptionnel. L'ampleur des potentielles violations du droit international fait en sorte qu'on fait appel à plusieurs rapporteurs spéciaux compte tenu de leur mandat. Alors, il n'y a pas juste des violations des droits des minorités, des droits des individus et des peuples autochtones, de l'état du droit. Il y a plusieurs potentielles violations si ces projets de loi sont adoptés. Alors ça, c'est aussi exceptionnel. Il n'y a pas historiquement des projets de loi qui portent atteinte à autant, qui, si il est adopté, porterait atteinte à autant des droits reconnus au Canada, au Québec, mais aussi à l'international et pour lesquels le Québec est lié pour ses obligations internationales. Bref, M. Thériault, avant de passer la parole à Slava Bala à Ottawa sur votre deuxième question, sur la première, de savoir est-ce que c'est la première fois? Non. Mais il y a quelques précédents. En fait, qu'est-ce que Myriam Cohen vient d'ajouter, c'est dans une large mesure, c'est des bonnes nouvelles que le Canada, le Québec, n'est pas souvent amené, en guillemets, devant les instances onusiennes parce que, généralement, on ne verse pas dans des politiques publiques illibérales. Parce que c'est ça, essentiellement, dont il est question ici. Le nouvel ordre constitutionnel qu'on veut nous imposer va nous amener, certes, pas aussi bas que ce que l'on voit dans d'autres juridictions, comme en Slovaquie ou en Hongrie ou même aux États-Unis récemment. Il y a des glissements, il y a un effritement de ce principe fondamental de la primauté du droit. Mais comme j'aime rappeler, c'est pas parce qu'on n'est pas aussi pire au Québec que l'administration Trump aux États-Unis en termes d'indépendance judiciaire, en termes de liberté fondamentale, en termes de politique liberticide, que l'on ne devrait pas être néanmoins inquiet. La pente, elle est glissante. Si on commence à verser vers l'illibéralisme, ben on sait quand ça commence. Puis si j'avais à mettre une date, ben c'est le projet de loi 21 sur la laïcité avec cette première utilisation mur à mur de la clause de dérogation. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça va ou comment ça va finir. Alors, sans être alarmiste, il faut néanmoins appeler un chat, c'est liberticide, c'est dangereux,
la pente glissante, elle est juste là. Et il faut trouver des moyens pour essayer de convaincre le gouvernement de se raviser et de bien faire les choses. Maintenant, sur la deuxième question, plus spécifiquement, les résultats, est-ce que Slava Balan à Ottawa, vous pouvez peut-être donner des premiers éléments de réponse, s'il vous plaît? Go, Slava. Yeah, je vais répondre en anglais. So, as I explained at the very beginning, there are a couple of mechanisms which could be used in case of potential or ongoing violations of human rights. So here, since this is we have a bill, so it's still kind of potential violations of human rights. This mechanism, which we are submitting our document today, is in a way kind of early warning kind of mechanism. So it's a mechanism which could be used at any point of time, even at this very early stage when the bill is just sort of tabled. So these special procedures of the Human Rights Council, they are not judicial bodies per se. They are the expert mechanisms. So basically, these special rapporteurs are the world-renowned experts which are appointed by the United Nations Human Rights Council exactly to monitor the situation on human rights in their thematic fields and react to the situations of the ongoing or potential human rights violations. So what will follow with this submission? After this submission is reviewed by all these special procedures or special rapporteurs, they decide to act or not to act on this on this submission. Well, given the gravity of this case, we expect that at least one or maybe even a couple of such special rapporteurs will react. They will send a communication, a letter to the government of Quebec, raising all these concerns which we've indicated in our letter. Then the government of Quebec will have some time to respond to these allegations, to these concerns. And this initial letter of the special rapporteur, together with the response of the government of Quebec, will be made public, will be published, and it will become part of the history in a way of the alleged violations, or even in this case found violations. So that's the main purpose of these mechanisms, to alert about potential human rights violations and initiate the fast reaction of the government, of the respective government, to the alleged violations. So that's our main expectations, that these special procedures will react to this complaint of ours and actually indicate to the government of Quebec that what they are doing is in violation of the international human rights standards. And this, as I mentioned at the beginning, is just one of the mechanisms, because there are some other mechanisms which could be used and which we consider of using in the future if the bill is not withdrawn. So, for example, the treaty bodies of the human rights treaties, UN human rights treaties, is another such mechanism. And in the past, Canada already was reviewed by such mechanism. So one of the most well-known cases is the case of Sandra Lovelace against Canada, when there was a discriminatory provision in the Indian Act. Canada lost this case basically in this UN treaty body and had to amend its law as the result of this view or this determination of the committee. So there are several other mechanisms in place which could be used in case if the Quebec government does not stop with this bill. They were already used against Canada and they proved their effectiveness. So yeah, that's what we have ahead if this bill is not withdrawn at this stage. Merci beaucoup, Slava. Alors, vous avez compris, dans le cadre de la réponse, évidemment, concrètement, qu'est-ce qu'on s'attend à, c'est pas court terme, là, mais à moyen terme, dans les prochains mois. Et pour le dire aussi très clairement en français, c'est le début, là. Dans le sens que c'est la procédure qui, maintenant, est possible, sans être... sans qu'il y ait des obstacles d'ordre procédural, mais on l'espère pas. Mais si le gouvernement va de l'avant et force
l'adoption, voire sous le bâillon, comme il s'est engagé, il ne s'est pas engagé de ne pas faire. Si le projet de loi est adopté, il y aura d'autres recours à l'international. Et on va continuer, bien évidemment, à garder un œil très intéressé. Il en relève, sans exagérer la chose, mais il en relève de la bonne gouvernance dans la province de Québec. Et il en relève aussi de la réputation du Canada, de la réputation du Québec. Comme on se l'est dit en réunion quand on préparait notre initiative, c'est quelque chose qui va être certes examiné à travers le monde parce que si le Canada glisse, j'ai parlé de la pente glissante un peu plus tôt, de la même façon que d'autres juridictions comme la Hongrie ou la Slovaquie, voire les États-Unis, ben c'est finalement un poster boy dans une large mesure. C'est une juridiction, des juridictions de référence qui vont s'éloigner des meilleurs standards de gouvernance en termes de rule of law et en termes de protection et promotion des libertés fondamentales. Quelque chose à ajouter ou sinon, je vois que l'heure avance un peu. Il nous resterait peut-être une question en salle puis une question en virtuel, le cas échéant. Ou sinon, peut-être quelques mots complémentaires, mes co-panélistes. Oui, est-ce qu'il y avait d'autres questions, Cécilia? Sinon, Parfait. Hein, c'était cédulé, on a évidemment mardi après-midi d'autres chats à fouetter, n'est-ce pas? Je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre participation, les gens en présentiel, les gens en virtuel. C'est un plaisir, évidemment, d'avoir l'occasion de participer et c'est nécessaire de le faire. Mais je finirai un peu à la blague ou à moitié à la blague en disant qu'on espère ne pas devoir vous revoir et que ce projet de loi va être mis, on l'a mentionné clairement tantôt, à la corbeille. Pas que l'initiative, l'idée d'une constitution explicite couchée par écrit pour la province de Québec est une mauvaise idée. Pas du tout. C'est une excellente idée. On va y arriver à terme. Mais c'est le dernier mot avec lequel je vous laisserai, c'est faisons les choses comme il se doit, avec un processus qui est le propre d'une constitution et surtout en omettant d'y inclure des éléments qui sont liberticides et dangereux en termes de droits des minorités, en termes de droits autochtones et surtout ce principe fort pertinent en filigrane qui est la bonne gouvernance suivant la primauté du droit. Je vous remercie.